10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review de Battleground. Je sais, je suis en retard, puisque ça fait pratiquement une semaine que le pay-per-view a eu lieu. Mais évidemment, j'avais le travail. Et là maintenant, je suis officiellement en vacances pour un mois complet. Donc j'ai largement maintenant le temps de me consacrer à ma chaîne, au catch, à l'actualité et à tout ce qui va venir au mois d'août. Donc je vais être beaucoup plus réactif maintenant à partir des jours à venir. Mais voilà, il va falloir quand même parler de ce pay-per-view qui, il faut bien le dire, n'entrera pas dans les annales. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors on va passer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler du kick-off qui voyait s'affronter Tye Dillinger à Aiden English. Alors on a vu Aiden English qui a démarré comme d'habitude avec son tour de chant, qui a arboré une nouvelle tenue avec une cape. Peut-être le début du renouveau pour English, qui sait. En tout cas, je dis pas ça parce que Tye était dans le match, mais j'ai vraiment trouvé ce match plutôt cool, il a duré environ 10 minutes, ce qui est plus que correct pour un match de kick-off. Et puis on a eu plusieurs near falls aussi, donc du suspense. Finalement, English crée la surprise en s'imposant avec une sorte de reversed full Nelson Slam, on va y arriver. Plutôt pas mal, le boom drop de Robbie E pour les puristes. Alors évidemment, je suis très déçu pour Tye et surtout très surpris par le résultat, puisque c'est quand même très rare qu'un face perde en kick-off. La dernière fois que c'est arrivé remonte à de nombreux mois. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que cela annonce un push éventuel pour English, ou bien un rematch entre les deux pour prolonger ce semblant de rivalité. On les a vus s'affronter en 2 contre 2 avec Zayn et Kanelis mardi dernier. Bon, je ne sais pas si ça va continuer entre les deux. En tout cas, toujours est-il que finalement, c'est Tye Dillinger qui s'est pris une volée. Et oui, je pensais pas que ça allait arriver, et pourtant, comme quoi on sait toujours pas quoi faire de Tye. Voilà, c'est un peu triste. En tout cas, le kick-off était meilleur, un match de kick-off qui était meilleur que d'habitude, et je l'ai quand même noté 6 sur 10. On passe directement à la carte principale avec l'opener, le match tag team par équipe donc de championnat entre les Usos et les New Day. Alors on a vu les Usos les New Day qui ont donc commencé le match avec Kofi Kingston et Xavier Woods. C'était un peu une surprise, je pensais que Kofi allait être mis de côté, puisqu'on l'avait vu lutter à SmackDown en solo dans la semaine juste passée. Donc je croyais qu'on allait avoir Big E. Il change, ça peut arriver. En tout cas, les Usos ont plutôt dominé le début du match avec un Woods qui était bien mis à mal. On a vu ensuite le hot tag avec Kofi qui a à nouveau tenté son Corcorado Splash en quelque sorte, mais qui a été cette fois-ci retenu par les Usos qui l'accueillent avec un powerbomb à l'extérieur du ring, ce qui était d'ailleurs le premier bon spot du match. Ensuite on a vu un super move de Xavier Woods avec un body scissors enchaîné avec un facebuster, c'était vraiment superbe. Woods tente ensuite plus tard sa grosse descente du coude de la 3ème corde, mais se fait cueillir à froid avec un énorme coup de pied dans la gueule de la part de Jimmy. Mais Woods se dégage, au grand étonnement de Jimmy, ça a été quand même l'un des bons moments du match. Jimmy arrivera aussi à se dégager d'un double storm de Kofi depuis la 3ème corde, et même le splash traditionnel de Jey Uso de la 3ème corde sur Kofi ne suffit pas. Kofi se dégage. Incroyable match en tout cas. Et finalement, Kofi réussit un Trouble in Paradise sur Jimmy Uso. Et Woods arrive cette fois-ci à porter son gros elbow drop de la 3ème corde. Et réussit à courir Jimmy pour le compte de 3. Donc les New Day remportent les titres. J'avoue que je ne m'y attendais pas vraiment. Et que j'attendais plutôt ça pour SummerSlam, qui était un pay-per-view plus adapté à cela. Mais forcément, avec ce résultat, on aura probablement un rematch derrière à SummerSlam. Ce qui serait logique. En tout cas,
un très bon opener qui a très bien rempli son rôle. Je lui donnerai donc la note de 7 sur 10. C'est mérité, hein, car il y avait du suspense, des near falls et de belles manœuvres. Voilà, c'était vraiment un très bon match. Et même si on a eu maintes et maintes fois des matchs entre ces deux équipes, la confirmation en tout cas que la rivalité va se prolonger, c'est que dans le SmackDown qui a suivi, ça a été très rapide, hein. On a vu les Usos qui venaient à peine, enfin les New Day pardon, qui venaient à peine de rentrer, qui venaient de dépasser la rampe, hein. Ils venaient de rentrer et ils se sont fait attaquer dans le dos, même dès les coulisses d'ailleurs, hein. Ils ont mis du temps à arriver, ils se sont fait attaquer dans le dos par les Usos, ils ont réussi à eux deux à annihiler les 3 New Day. Voilà comment le segment s'est terminé. Donc la rivalité va continuer et probablement toujours entre ces deux équipes, hein, parce que le roster par équipe de SmackDown est tellement light que je ne vois pas d'autres équipes qui pourraient pour l'instant s'intercaler entre les deux. On passe au match suivant entre Nakamura et Corbin. Alors un match d'une durée correcte, hein, d'un peu plus de 12 minutes, plutôt rude comme on pouvait s'en douter. Après il y avait quand même un problème de rythme, hein, j'ai trouvé, avec pas mal de temps mort durant le match. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on a enfin vu un moveset plus développé que d'habitude de la part de Nakamura, avec des moves qu'on n'avait pas trop vu auparavant, hein, depuis qu'il est dans le main roster, comme ce backstabber modifié, sa souplesse ventrale, son leg drop sur la nuque, ou bien son discus Shining Wizard. La fin du match aura été plus que surprenante, hein, puisque Corbin, qui gisait au sol pendant un moment, alors que Nakamura l'attendait, hein, pour son Kinshasa, mais Corbin mettant du temps, Nakamura vient alors le chercher, mais Corbin en profite avec un low blow porté avec la jambe, ce qui met évidemment directement fin au match. Donc victoire de Nakamura, donc, mais par DQ. Fin de match complètement débile, hein, je trouve, et qui gâche tout, hein. Si on peut appeler ça gâché, puisque le match n'était pas fameux à la base. Mais forcément, ça m'a fait baisser la note du match, hein. Bien sûr, un tel résultat permet de protéger les deux lutteurs et de prolonger la rivalité avec un potentiel match no DQ à SummerSlam par exemple, hein, voire avant. Alors à noter que Corbin n'en est pas resté là et a enchaîné avec un coup de mallette et un end of day sur Nakamura avant de s'en aller. La rivalité n'est pas près de se terminer en tout cas, je pense. Match assez banal au final, que je noterai que 6 sur 10 avec un demi-point de pénalité du fait de cette fin toute pétée. Je veux bien, hein, évidemment ils ont choisi la solution de facilité, puisque Corbin détient la mallette, donc il fallait quand même pas trop le décrédibiliser, et en même temps Nakamura, voilà, il est arrivé il y a pas longtemps, il faut qu'il gravisse ses échelons petit à petit, c'est la superstar, il pouvait pas perdre déjà un match en pay-per-view, donc ils ont choisi le résultat qui protégeait les deux, donc le DQ, mais on va dire que ce résultat, ce coup de pied, ce low blow là est arrivé un peu par surprise. Ça m'a un peu gâché le plaisir, même si déjà le match n'était pas fameux. Décidément j'ai du mal avec Nakamura, et Corbin, voilà, il a fait des progrès, mais ça plafonne un peu, je trouve, faut le reconnaître. Et alors on a vu quand même que dans le prochain SmackDown on aura un match entre John Cena et Nakamura pour désigner le prochain aspirant au titre de Jinder Mahal, hein. Désolé, je vous spoil, mais bon, je pense que maintenant vous connaissez les résultats de Battleground. Alors on va voir ce qui va se passer. Beaucoup de choses sont possibles. On peut avoir peut-être une intervention de Corbin, hein, pourquoi pas, puisque à mon avis c'est pas terminé entre Corbin et Nakamura, donc Corbin pourrait tout à fait intervenir en attaquant Nakamura, ce qui fait que peut-être que Cena passerait du coup number one contender grâce à ça, ou même Nakamura, mais ça serait un peu débile que Corbin attaque Nakamura, puisque s'il s'attaque à Nakamura, ça veut dire que du coup il lui donne un title shot directement, ou alors avec un esprit un peu tordu, il ferait exprès de faire gagner Nakamura en s'attaquant à lui pour qu'il soit number one contender, et ensuite il lui gâche son plaisir à SummerSlam en cachant
tout simplement, que ce soit sur Nakamura ou Jinder Mahal. Mais du coup, pour que l'effet soit total, il faudrait que Nakamura batte Mahal et à ce moment-là, Corbin cache derrière, ce qui serait du coup un long engrenage, un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Bon, j'y crois pas trop, je pense que c'est plutôt Cena qui va affronter Mahal. Et pourquoi pas une dernière possibilité, peut-être même un Fatal 4-Way entre les quatre, hein, on sait jamais. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le match était plutôt moyen, hein, il faut le reconnaître, et plutôt chiant globalement. On passe au match suivant, un Fatal 5-Way Elimination Match féminin entre, donc on le sait, il y avait Becky Lynch, Charlotte, Natalya, Lana et Tamina. Alors comme prévu, hein, Naomi s'est donc pointée au début, hein, puisqu'elle avait dit qu'elle irait féliciter la future gagnante, au risque de se faire cacher, hein, par Carmella bien évidemment. Elle s'est mise ensuite aux commentaires en attendant l'arrivée des 5 participantes. Comme on pouvait s'y attendre, Lana et Tamina, donc on a vu, elles ont travaillé à deux, hein, en s'en prenant à Charlotte. À un moment assez incompréhensible du match fut quand Natalya a porté un sharpshooter sur Charlotte et que Lana est intervenue pour briser la prise et ensuite tenter de couvrir Charlotte. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Vraiment n'importe quoi. C'est un match à élimination. Autant on peut le faire dans un triple threat, un fatal 4-way évidemment, où il n'y a qu'un seul vainqueur. Et le match se termine quand il y a un vainqueur. Mais quand c'est un match à élimination, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'intérêt d'aller briser une prise, que ce soit un tombé ou une prise de soumission? Quel est l'intérêt? Laissez-les s'entretuer et s'éliminer entre eux. Pourquoi intervenir? Voilà, ça c'était déjà une première chose que je n'ai pas comprise concernant Lana, puisque je dis première parce qu'il y en aura une autre après. En revanche, ce qui fut plus logique, c'est quand Lana a été sauvée par Tamina lorsque Becky lui portait un disarmer. Elle arrive même à la sauver une seconde fois, toujours du disarmer, par la suite. Mais suite à cela, c'est donc Tamina qui se fait surprendre par Becky Lynch, à nouveau avec un disarmer, et qui abandonne. Donc c'était quand même plutôt une grosse surprise, hein, de voir Tamina éliminée en premier, puisque voilà, on pouvait s'attendre plutôt à voir Lana éliminée en premier. Décidément, hein, le disarmer de Becky Lynch aura été la prise de la soirée, hein, on l'aura beaucoup vu, voire peut-être même trop vu. Et c'est là qu'on voit donc ce deuxième incohérence de la part de Lana, hein, dont je parlais, c'est de ne pas voir Lana sauver Tamina lorsque justement Tamina a été prise dans le disarmer, alors que Tamina avait quand même sauvé le cul de Lana 2 fois de suite, comme je vous le disais plus tôt. Alors heureusement il y a une justice derrière, puisque Lana se fera éliminer juste après, à nouveau par donc la prise de la soirée, le disarmer, une prise qu'on aura donc beaucoup vue, mais à nouveau ça va très vite derrière, puisque Natalya arrive par derrière et élimine Becky par un roll-up avec prise du calbut au passage. C'est quand même dommage de voir Becky éliminée comme ça, hein. Ça aurait quand même mérité, je pense, autre chose, hein, puisqu'elle avait quand même bien dominé ce début de match, hein, en éliminant Tamina, Lana, et du coup elle se fait surprendre comme une merde sur un roll-up. C'est un peu dommage. Je l'aurais peut-être même vu plus en finale, hein, face à Natalya par exemple. On a alors donc une finale Natalya-Charlotte, où Natalya résiste très bien en se dégageant d'un big boot puis d'un powerbomb de Charlotte. Natalya arrive ensuite à contrer un moonsault de la 3ème corde de la part de Charlotte en groupant ses genoux, et à balancer ensuite Charlotte nuque la première contre le coin du ring, ce qui lui permet de l'emporter et de s'adjuger un title shot contre Naomi à SummerSlam. Donc comme je vous le disais, ça se jouait, hein, dans ma vidéo je vous l'avais dit, ça se jouait sans doute entre Charlotte et Natalya. Il fallait se méfier de Natalya depuis le temps qu'elle tournait autour du titre sans jamais la voir. Et puis voilà, c'est vrai que le dimanche, hein, quelques heures avant le match, il y avait quand même beaucoup de rumeurs qui donnaient Natalya finalement gagnante, alors que Charlotte était favorite. Natalya, elle revenait en force dans les pronostics. Donc c'était effectivement, ça s'est vérifié.
Et voilà, le match fut quand même bien court, j'ai trouvé, pour un Fatal 5-Way Elimination Match, puisqu'il a péniblement dépassé les 10 minutes. C'est quand même assez pauvre. Et je trouve que le gros problème, c'est surtout qu'il y a eu des éliminations beaucoup trop rapides, qui ont forcément plombé la durée du match, qui l'ont écourté donc. Naomi, on a vu Naomi qui a félicité Natalya sur le ring en lui serrant la main, mais Natalya a préféré refuser et s'en aller. Pas de cash de Carmella à signaler, et c'est une bonne nouvelle, mais il faudra surveiller en tout cas ça de très près à SummerSlam. Je ne donnerai qu'un 6 sur 10 à ce match, donc je ne l'ai pas aimé, donc sa courte durée, les éliminations bâclées et l'attitude de Lana qui était juste incompréhensible, notamment à 2 reprises. Et voilà, son in-ring, ça va pas pour Lana, elle est vraiment très très limitée. Voilà, là on l'a vu, ça commence à faire plusieurs matchs qu'elle fait et c'est vraiment très 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 limite de son côté. Donc 6 sur 10 et encore je pense avoir été généreux. Match suivant, AJ Styles défendait son titre des États-Unis contre Kevin Owens. Alors on a beaucoup vu de prises différentes comme on pouvait s'y attendre. AJ Styles a vraiment développé tout son arsenal de prises, que ce soit Springboard 450 Splash, un Ishigoroshi, un Facebuster, un Torture Rack Powerbomb, etc. etc. J'ai trouvé que Styles a dominé pas mal son adversaire, ça m'a quand même assez surpris, je dois dire. Owens a quand même beaucoup subi dans ce match. On a vu plus tard Owens qui a balayé la jambe de Styles et qui est alors retombé sur son épaule gauche, sur l'éperon du ring, épaule sur laquelle Owens va essayer un peu de capitaliser par la suite, mais ça n'a pas duré très longtemps. Styles tente ensuite un Styles Clash, mais Owens réussit à soulever Styles et à le balancer sur l'arbitre. Donc c'était étonnant de voir ce bum d'arbitre, c'était quand même difficile à prévoir. Styles tente alors un Calf Crusher, mais l'arbitre est encore KO. Owens renverse alors la prise avec un crossface. L'arbitre se réveille alors à ce moment-là, mais c'est un Styles, cette fois-ci qui renverse la prise et qui porte un crossface à son tour. Mais Owens arrive à coincer les épaules de Styles au tapis, tout en faisant un ponté. Du coup, ça permet à Owens de remporter le match. Et oui, très grosse surprise quand même, avec donc Owens qui récupère le titre des États-Unis alors qu'il venait de le perdre dans un live show. Donc c'est quand même une grosse surprise. Match de 18 minutes au final, qui fut certes bon, mais dont j'attendais beaucoup mieux, notamment davantage de la part d'Owens, qui n'aura pas développé son moveset autant que d'habitude, et qui l'aura beaucoup plus joué opportuniste. Le match aurait, je pense, mérité au moins 5 minutes de plus, ce qui est bien dommage. Donc je donne quand même un 7 sur 10 à ce match, puisque ce match n'est de toute façon pas mauvais en soi, mais en somme toute assez décevant. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que on l'a appris quelques heures après que ce fin de match était bizarre. C'est vrai qu'elle semblait très bizarre, se ponter et ses épaules de Styles l'a maintenue. On a l'impression qu'elles n'étaient pas vraiment bien clouées au sol. Et effectivement, on a appris après que Styles, il y a eu une erreur. Il aurait dû conserver son titre, mais il a apparemment pas bien entendu le compte de l'arbitre et il a pas relevé ses épaules à temps. Du coup, il perd sa ceinture et je pense que c'était un botch. Et d'ailleurs, donc la rivalité a continué, puisque c'était le but aussi de la manœuvre. C'est la rivalité continuait de toute façon. Et on a vu ensuite à SmackDown une surprise, puisque Chris Jericho est revenu. Alors c'est quelque chose que j'avais envisagé, mais plutôt à Battleground, mais il est revenu finalement à SmackDown. Donc il était revenu de sa tournée avant une prochaine tournée en septembre, donc probablement pour préparer SummerSlam. Et il y a eu un triple threat match en main event entre Owens, Styles et Jericho. Et bien finalement, surprise encore, AJ Styles a récupéré son titre. Et oui, il a récupéré son titre qu'il avait perdu seulement 48 heures avant. Et cela semble confirmer donc du coup le botch qu'il y avait eu
dimanche, et donc un juste retour des choses, donc on efface l'ardoise et Styles récupère sa ceinture. Voilà, il faut le dire, il y a sûrement eu une erreur. En ce qui concerne la rivalité, que va-t-il se passer? Est-ce que... Alors Owens a réclamé tout de suite un rematch dans le prochain SmackDown. Donc on va avoir un nouveau match de championnat des États-Unis entre Owens et Styles dans le prochain SmackDown. Alors si Owens perd, on peut se dire que ça sera terminé de la rivalité. En revanche, s'il gagne, qui nous refait le yo-yo, et ben on risque de se taper encore un match entre les deux à SummerSlam. Quid de Jericho aussi? Jericho pourrait tout à fait s'ajouter à l'équation, peut-être un nouveau Triple Threat match, ou alors un Jericho Styles tous les deux en 1 contre 1, puisque il y a aussi des rumeurs qui parlent d'un Kevin Owens contre Shane McMahon, puisqu'effectivement c'est Shane McMahon qui avait booké ce Triple Threat match. Alors que Owens était en costume et qu'il avait finalement pris congé, en tout cas ce soir-là il avait dit qu'il ne catcherait pas, et du coup Shane en a décidé autrement, et voilà, peut-être que ce début d'énervement pourrait conduire à un match entre les deux à SummerSlam, ce qui ressemblerait en quelque sorte à la feud entre Shane McMahon et AJ Styles à WrestleMania. Donc on verra bien ce qu'il se passera. En tout cas, moi je pensais que la rivalité allait se terminer à Battleground, d'autant plus qu'on parlait d'un repackaging pour Owens, et peut-être de l'arrêt même de sa gimmick de New Face of America et d'anti-américain, puisque Rusev et Mahal sont déjà aussi sur ce créneau-là. Mais voilà. Ça pouvait, on a vu qu'il y avait un problème, donc de probablement un botch, et du coup Styles a récupéré la ceinture qu'il aurait donc dû garder à Battleground. D'ailleurs il était plutôt favori, Styles, donc ça se confirme a priori que Styles aurait dû gagner ce match. Du coup il faut aussi noter à Talking Smack qui a suivi, on a vu un super Kevin Owens, donc qui est arrivé avec sa ceinture et qui a bien attaqué Renee Young comme il faut. Il a été encore énorme, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. En tout cas, je trouve que même si c'était pas le résultat prévu, quitte à prendre le titre, j'aurais quand même préféré que Owens développe quand même s'il gagne le titre sans vraiment que ce soit prévu, j'aurais quand même préféré qu'il développe davantage son moveset, parce qu'on n'a pas vu de Cannonball, on n'a pas vu de Pop-Up Powerbomb, même s'il a essayé de le faire, mais il n'y est pas parvenu. Et même son corkscrew suplex de la 3ème corde, qu'on voit souvent, on ne l'a pas vu. Surtout qu'on le voit souvent en pay-per-view, et là on ne l'a pas vu. Match suivant, donc John Cena contre Rusev dans un flag match. Alors Rusev aura énormément tenté de monter pour récupérer son drapeau dans la première partie du match, mais Cena interviendra régulièrement pour l'en empêcher, jusqu'à ce que Rusev arrive finalement à contrer la leg drop de la 3ème corde de Cena en powerbomb, un peu à la façon de Batista à l'époque. Rusev arrive alors enfin à prendre son drapeau, il abandonnera même d'un STF, mais bien entendu ça ne sert à rien étant donné la stipulation du match. J'ai pas trop aimé d'ailleurs, entre parenthèses, de voir ça, car ça a affaibli Rusev de le voir abandonner dans un match où justement l'abandon n'est pas permis. Donc pourquoi faire abandonner Rusev dans un match où il n'a pas besoin d'être abandonné pour gagner. Donc ça l'affaiblit, je trouve, c'était une mauvaise idée. Cena, en tout cas, on voit ensuite Cena qui arrive alors à prendre son drapeau, mais Rusev accueille Cena avec un super kick. Le combat se prolonge alors au niveau de la rampe avec un follow-away slam de Rusev sur Cena, donc directement sur la scène d'entrée du ring. Rusev ramène alors 2 tables et les place près du podium où sont situés les supports des drapeaux. Rusev tente alors un Death Valley Driver, mais Cena arrive à s'en échapper. Après un double clothesline, donc qui met à terre les 2 lutteurs, Cena arrive presque à en profiter pour placer son drapeau sur son support, mais intelligemment Rusev se saisit du support et frappe Cena avec et enchaîne avec une accolade. Cena arrive alors à bloquer Rusev in extremis alors qu'il était sur le point de placer son drapeau sur son support.
Le double A est contré par Rousseff avec un kick derrière la tête, mais Cena réagit en se dégageant très rapidement d'une nouvelle accolade et en portant un double A directement sur les deux tables. Donc c'est du très grand classique made in WWE. Hein. D'ailleurs je vous invite à regarder mon récent top 10 des grands classiques de la WWE, car le coup de l'arroseur arrosé faisait justement partie de ce classement. Cena arrive donc alors à placer son drapeau et à l'emporter. Donc un match parfaitement cinesque, j'ai envie de dire, dans sa plus pure tradition. Donc le mec qui est dominé, mais qui est invincible, qui se relève à chaque fois, qui n'abandonne jamais et qui finit toujours par l'emporter. Donc c'était pas du grand catch, faut bien le reconnaître. La partie finale hors ring avait le mérite de sortir un peu des sentiers battus, mais des matchs de Cena comme celui-ci, on en a vu déjà 50. Notamment durant les grandes années de John Cena. Donc j'ai pas été époustouflé par ce match, dont la durée de 20 minutes était bien excessive, je trouve. J'aurais préféré qu'on en donne un peu plus au Owen Styles à la place. Donc il y a quand même quelque chose que j'aurais aussi aimé voir, c'est qu'un des deux lutteurs, notamment Rousseff, prenne le drapeau américain et le cache, ou bien le jette dans le public, afin de compliquer un peu la tâche de Cena. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir. On l'a pas vu malheureusement. En tout cas, j'ai donné à ce match la note de 6,5 sur 10. Un match classique Cena. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'était moyennasse. J'ai plus trop envie de voir des matchs comme ça de Cena à la WWE. Je le préfère en mode un peu champion US, avec des matchs de très haut niveau et sans stipu finalement, des 1 contre 1. Avec de l'intensité. Voilà, ça c'était le bon Cena que j'avais, c'est le Cena que j'ai aimé. Et pas des matchs comme ça avec du super Cena qui se relève et qui l'emporte à la fin. Ensuite on passe au segment suivant qui, un segment qui était certes pourri, l'idée était pourrie, la storyline pourrie, mais j'attendais ça avec impatience. Le fameux mystère Breezango. Enfin on allait savoir qui a enlevé et décapité le cheval de Breezango et qui avait foutu la pagaille dans leur bureau. On voit donc un nouveau Fashion X-Files. On voit alors étonnamment The Ascension se pointer et dire que ce sont eux qui ont décapité leur cheval, mais lorsque Fandango leur montre la tête du cheval décapité, The Ascension sont complètement apeurés et s'en vont, tout simplement. Donc là on devine que finalement ce ne sont pas eux. La lumière arrive alors soudainement à s'éteindre et une bagarre explose alors dans le noir, en tout cas c'est ce qu'on entend. La lumière se rallume alors et Breeze est inanimé au sol. Fandango se fait ensuite attaquer à son tour, la lumière se réteint et les deux sont alors inanimés au sol, Tyler Breeze et Fandango. Fandango et donc on voit quand même Fandango qui est tiré au sol. Et c'est comme ça que se termine ce segment. Donc grosse déception puisqu'on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Alors que c'était quand même le truc qui me hypait le plus de tout le pay-per-view. C'est dire l'attente que j'avais pour ce pay-per-view. Et on n'en saura même pas davantage lors du SmackDown qui aura suivi. Donc c'est quand même le gros point d'interrogation. Moi j'avais, comme je vous l'avais dit, j'avais fait une vidéo imprévue peu de temps avant le kick-off. D'ailleurs je vous remercie parce qu'elle a été quand même vue 30 fois, ce qui n'arrive pas souvent. Donc j'étais bien content d'avoir eu autant de vues. J'avais annoncé un ticket Eric Young, Eric Rowan, je vous expliquais pourquoi je voyais ça. C'est une illumination que j'avais eue dans une équipe donc que j'avais surnommée les Mavericks ou les Mavericks. Il va falloir attendre encore un peu avant de savoir si j'ai eu raison ou pas. Bien entendu le ticket Eric Rowan, Luke Harper, elle est également fortement pressentie puisque Eric Rowan, Eric Young, on ne les voit plus, mais Luke Harper c'est pareil. Donc évidemment tous les lutteurs qui sont absents depuis un bon moment, on peut se dire qu'ils peuvent faire un retour surprise. Donc j'attends de voir ce qui va se passer et j'espère qu'on le saura très bientôt. On passe à un match bas les couilles entre Sami Zayn et Mike Kanellis. Match heureusement qui n'a pas duré longtemps.
Alors que Zayn a tenté un exploder sur le coin du ring, comme à son habitude, Maria est montée sur le ring et s'est interposée pour l'en empêcher. Mais Sami Zayn arrive finalement à porter son exploder quelques instants plus tard, dans le coin, et à porter un Eluvakek pour la victoire finale. Donc finalement une victoire très rapide de Sami Zayn en seulement 7 minutes. Donc un match vraiment digne d'un show weekly. Qui je pense n'avait pas besoin d'avoir lieu dans un pay-per-view. Que je ne noterai que 5 sur 10. Hein. Il y a pour ainsi dire rien eu à se mettre sous la dent. Ce match était juste un lever de rideau avant le main event hein, et rien de plus. On va dire que ce match a permis à Zayn de revenir à un partout dans la rivalité, quitte à essuyer une défaite hein, pour Mike Kanellis dans son tout premier match de pay-per-view, hein, chose qui n'arrive pas souvent, hein, faut-il le préciser. Et donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a revu dans le SmackDown qui a suivi Kanellis contre Zayn, mais cette fois-ci en équipe. Donc Zayn avec Ty Dillinger et Kanellis avec Aiden English. Et finalement, les Faces l'ont emporté. D'ailleurs, c'était une belle petite équipe hein, que Ty et Zayn. J'ai bien aimé la combinaison finale. Les deux Faces sont bien enchaînés pour la victoire finale de Zayn. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On est vraiment dans la low mid card, on va dire. Je sais pas ce que ça va donner. Le Power of Love, voilà, ça saoule déjà pas mal le monde. Je crois que ça va pas aller bien loin cette gimmick. On passe déjà au main event hein, qui a vu s'affronter Jinder Mahal à Randy Orton pour le titre WWE dans un Punjabi Prison Match. Alors à noter hein, que les Singh Brothers n'apparaîtront pas avec Mahal pendant son entrée, ce qui pouvait du coup laisser présager à une intervention plus tard dans le match. On voit dès le début du match hein, une première porte qui est rapidement ouverte par Mahal mais qui sera finalement condamnée, les deux lutteurs ne parvenant à la prendre hein, pour s'y échapper. Une deuxième porte sera ensuite condamnée par la suite. On voit ensuite Mahal tenter d'escalader directement la première cage, hein, mais Orton le redescend. À ce moment-là, je me suis demandé, hein, vu la hauteur de la cage, pourquoi Orton a retenu Mahal, car je pense qu'il aurait été sans doute plus rapide de le laisser escalader et d'en profiter alors pour s'échapper par l'une des deux portes restantes et d'enchaîner avec la seconde cage. Mahal n'aurait alors jamais eu le temps de refaire son retard, mais bien évidemment c'est du catch, hein, il ne faut pas trop leur en demander niveau cohérence des choses. On voit ensuite une troisième porte condamnée, il ne reste donc plus qu'une seule par laquelle s'échapper. Orton ouvre alors cette porte là, tente un RKO mais le manque. Mahal enchaîne ensuite avec un coup de genou sur la face d'Orton, mais Orton arrive à contrer un Kalash avec une sorte de RKO, mais c'est là que bien évidemment les Singh Brothers arrivent de sous le ring carrément. C'était cousu de fil blanc de toute façon que quelque chose se tramait hein, du fait de leur absence pendant l'entrée de Mahal. Donc les Singh Brothers arrivent, tirent alors Mahal hors de la quatrième porte et Orton n'arrive pas à en sortir. Du coup il se retrouve piégé sur le ring tandis que Mahal n'a plus que la seconde cage à gravir. Mahal la grimpe tant bien que mal, tandis qu'Orton grimpe la première cage et arrive même à dépasser Mahal en passant directement de la première à la deuxième cage en l'enjambant. C'est un spot auquel je m'attendais hein, car le Face a toujours réussi à faire cette manœuvre hein, dans chaque Punjabi Prison Match de l'histoire, que ce soit l'Undertaker ou Batista. Et donc maintenant Orton, à chaque fois on voit ce spot arriver. C'est alors la bagarre hein, en haute altitude entre les deux lutteurs qui ne sont plus très loin de l'emporter. Orton arrive alors à faire tomber Mahal, mais les Singh Brothers bloquent les jambes d'Orton et arrivent même à le redescendre pour le tabasser. Mahal porte alors un super kick sur Orton avec l'aide des Singh Brothers et commence à escalader la cage. Orton parvient finalement à se dégager des griffes des Singh Brothers et redescend alors Mahal de la cage. Mahal arrive à surprendre Orton avec des coups de kendo stick alors qu'il était occupé hein, à se débarrasser des Singh Brothers. Mais Orton récupère à son tour le kendo stick et frappe, un kendo stick et frappe Mahal avec. Intelligemment, on voit l'un des Singh Brothers parvenir à passer à travers la cage et à en sortir afin de venir bloquer Orton par l'extérieur par une prise de tête. Finalement, Orton, en s'y prenant à plusieurs fois,
arrive à faire retomber l'un des Singh Brothers, donc apparemment c'était Samir Singh, directement sur la table des commentateurs. Donc ça a été un premier gros spot du match, enfin, gros bump en tout cas, surtout quand on l'a revu au ralenti, ça a été spectaculaire. Orton joue avec la cage et porte ensuite plus tard son classique DDT, alors que Mahal s'était coincé la jambe au niveau du second palier. Orton se saisit ensuite d'une chaise pour frapper Mahal, et le Singh Brothers qui restait, donc c'est Sunil, je crois, Sunil Singh, du coup donc se ferait frapper également de la même façon que Mahal par la chaise, et Orton tente alors de grimper la cage, repousse donc le Singh Brothers qui restait, et c'est là que par surprise la musique de Mahal retentit, et énorme surprise, le Great Khali is back. Et oui, le Great Khali is back. Ça c'est vraiment alors autant il y en a quelques-uns qui pensaient, moi aussi j'avoue, mais j'y croyais pas vraiment des masses. Alors il arrive, il secoue la cage pour faire vaciller Orton, l'étrangle, et garde la prise, et pendant ce temps-là, Mahal en profite et s'échappe pour tout simplement remporter le match. Donc troisième défaite consécutive d'Orton en pay-per-view contre Mahal, c'est tout de même à signaler. Et première fois aussi qu'un heel remporte un Punjabi Prison Match. Voilà, il fallait quand même des premières. Et si le nom du Great Khali donc était forcément un peu revenu, ça reste quand même une surprise de le voir apparaître. Voilà qui va permettre en tout cas de lancer une potentielle feud entre Orton et Khali à SummerSlam, peut-être. Concernant le match, il aura été très long puisqu'il aura duré pratiquement 28 minutes, ce qui en fait le plus long Punjabi Prison Match de l'histoire. On a en tout cas essayé de nous raconter une histoire, il faut le reconnaître, même si ce match a traîné en longueur par moment. Et c'est vrai qu'il y a eu un manque de visibilité aussi, avec ces bambous qui sont très épais, donc autant les matchs en cage, on arrive à peu près à y voir quelque chose, mais alors les Punjabi Prison Match, c'était pas toujours évident avec tous ces gros bambous là. C'est vrai que c'était pas non plus évident pour la bonne qualité d'appréciation du match, et pour le suivre de façon agréable. Un seul gros spot mémorable donc dans ce match, c'est tout de même assez peu, surtout pour un main event, et avec une telle stipulation. Pour la note, je ne donnerai qu'un 7 sur 10, ce qui était déjà pas mal. Alors donc, comme je vous disais tout à l'heure, Jinder Mahal, donc qui n'aura d'ailleurs pas été caché, il faut le dire, ce qui est une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise, en tout cas c'est une bonne chose. Jinder Mahal donc devra affronter quelqu'un d'autre, et on a appris donc que ce sera soit Nakamura, soit John Cena, puisque les deux vont s'affronter dans un 1 contre 1 à SmackDown, ce qui est d'ailleurs étonnant, de voir une telle affiche, un tel dream match entre Cena et Nakamura dans un weekly, tout simplement. C'est assez bizarre. Alors, comme je vous disais, est-ce que Corbin va intervenir? Est-ce que le match va se finir clean? Est-ce qu'on aura un Fatal 4-Way, un Triple Threat ou un 1 contre 1? Il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Orton, lui, sera sur autre chose. Donc, possiblement un 1 contre 1 contre Jinder Mahal, ou peut-être on a entendu parler d'un handicap match contre les Singh Brothers et le Great Khali, ou pourquoi pas un 2 contre 2, du coup peut-être entre les Singh Brothers, ou alors entre Great Khali, quelqu'un, je sais pas. Enfin, faut voir ce qui va se passer. A priori, Mahal va vraiment défendre son titre, maintenant on le sait. Donc Mahal pourra pas faire équipe avec Khali. Donc voilà, Orton va sûrement tourner autour des Indiens, ça c'est sûr. Voilà pour le bilan. Donc au final un pay-per-view auquel le mot surprise pourra vraiment être associé. Voilà, Tai qui perd en kick-off, donc un face qui perd en kick-off. Les New Day et Kevin Owens qui récupèrent les titres par équipe et États-Unis, même s'il y avait un botch visiblement pour Owens. Nakamura qui gagne sur un low blow. Tamina éliminée en premier du Fatal 5-Way. Natalya qui domine Charlotte. Toujours pas de dénouement à l'affaire Breezango. Et enfin le grand retour du Great Khali.
donc ça fait quand même beaucoup de surprises. Mais tout cela n'est que l'arbre qui cache la forêt, selon moi, car globalement les matchs furent de qualité plutôt moyenne. Et je retiendrai essentiellement l'opener, qui bizarrement fut quasiment, on peut le dire, hein, le meilleur match de la soirée. Le Styles Owens, même si j'en attendais mieux, et un peu le main event de par l'histoire qu'on nous a racontée et la petite surprise finale avec le Great Khali. Le reste n'était pas fameux et facilement oubliable. Je donnerai donc au final la note de 6,5 sur 10 à ce pay-per-view qui reste quoi qu'il en soit un pay-per-view de transition avant SummerSlam, mais avec, il faut le noter, 2 changements de ceinture, les tag teams et le titre US. C'est vraiment la marque de fabrique de SmackDown de nous proposer des choses étonnantes. C'est vraiment le show des opportunités, on le sait, et donc le show des surprises, tout est possible. Ce qui explique pourquoi les pay-per-views de SmackDown sont beaucoup plus difficiles à prédire et à pronostiquer que les pay-per-views de Raw, qui sont beaucoup plus traditionnels. Enfin, il faut noter, donc comme je vous le disais, l'absence de cash à la fois de la part de Corbin et aussi à la part de Carmella. Donc c'est ce que j'avais pronostiqué, et je trouve que c'est mieux ainsi. Et que SummerSlam pourrait être beaucoup plus propice pour Corbin, tout comme Carmella, même si je doute qu'on ait un double cash à SummerSlam, voire peut-être même aucun cash à SummerSlam. Donc on verra bien. Il y a encore un gros mois, enfin en tout cas 4 semaines pour bien builder SummerSlam. Donc j'espère que ça va être bien fait, qu'on va avoir des belles storylines. Maintenant l'avantage c'est qu'on va avoir un mois tranquille, sans pay-per-view de la part de la WWE, hormis le takeover bien entendu, mais ça c'est un peu à part. Donc j'espère que les build-up vont être bien faits, et ça va faire du bien cette pause là, et ça va permettre aussi de voir un peu la différence qu'il y a lorsqu'on a un mois pour builder un pay-per-view et lorsqu'on a que 2 voire 3 semaines pour le faire. Ça va, je pense, donner un signe, et je pense que vous allez voir tout de suite la différence se faire. Voilà pour cette review. Désolé, j'étais un peu long, j'ai excédé les 40 minutes. J'ai été un peu en retard pour faire cette vidéo. Pardonnez-moi, mais voilà, j'ai un emploi du temps, j'ai mon agenda comme un peu tout le monde. Mais j'espère que vous allez la regarder, l'écouter, la liker, la partager, réagissez, parce que malheureusement vous l'écoutez, vous êtes quelques-uns à m'écouter, mais vous ne réagissez pas, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. On est là aussi pour partager entre nous. Et voilà, s'il n'y a pas assez de vues, s'il n'y a pas assez de réactions, moi j'arrête la chaîne, donc voilà, je me casse pas le cul pour faire ça pour rien. Donc je pense que cet été là, je vais en faire pas mal des vidéos, je vais avoir le temps, et je pense que ça va être un test, je vous le dis tout de suite, mais que si j'ai pas un vrai engouement de votre part, je pense que j'arrêterai les vidéos, autant vous le dire tout de suite. Donc en tout cas où j'en ferai beaucoup moins. Et voilà, où je ne réagirai que par intermittence sur l'actualité, mais j'arrêterai à ce moment-là de parler des pay-per-view. Voilà, on verra bien comment ça se passera cet été. En tout cas, passez un excellent week-end, on se retrouve très bientôt. De toute façon, on va se retrouver très très vite dans le courant de la semaine. Et puis de toute façon, il y a aussi Game of Thrones qui va bientôt arriver, donc on va parler aussi de l'épisode 3. En tout cas, portez-vous bien, et bien entendu, vive le catch! Ciao!